Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en carrière. Et en accompagnant plus de 300 clients à trouver leur job idéal, j'ai pu co-créer la carte des talents. C'est un outil qui révolutionne la connaissance de soi au travail. Chaque semaine, je vous partage ici des conseils de gestion de carrière qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Voilà. Est-ce que là, on a bien les questions qui s'affichent? Oui. Ok. Et ben moi, je propose qu'on prenne toutes ces questions un peu et puis je te laisse à la limite gérer le truc, c'est-à-dire soit tu penses qu'il y a vraiment matière à développer un peu, on a une demi-heure là, on a 23 minutes, soit on répond rapidement, soit on ouvre un peu plus en profondeur si c'est pertinent vraiment d'aller creuser pour tout le monde. On va essayer Ouais. d'éviter trop les cas individuels. Alors, montant et indemnité. Bah, on est là pour parler, argent. À un moment, c'est un sujet tabou, mais c'est le nerf de la guerre. Donc comment négocier un chèque proche du barème Macron sans aller en justice? Bah, déjà, comme je vous l'ai dit, n'essayez pas d'aller en justice sauf s'il y a matière parce que, vous risquez d'y perdre des plumes et puis surtout rappelez-vous une chose, c'est que ça prend des années. Donc en termes d'énergie, d'argent et de temps, vous n'allez pas gagner grand chose. Le barème Macron, c'est un barème qui vous permet de vous dire: «OK, voilà le maximum que l'entreprise me paierait, grosso modo, hein, je fais un raccourci, si, vraiment on devait aller sur une conciliation ou sur les prud'hommes. Donc en gros, viser 85 de ce montant. C'est ce que nous on fait. On essaie de se dire: «Bon, on vise toujours 85 de ce montant». Après, c'est toujours la même chose. Il y a la théorie et il y a la pratique, hein, et en pratique, la théorie, c'est très loin de la pratique. Ok. Donc c'est se dire: «Est-ce que j'ai des bons leviers qui me permettent, d'avancer?» Donc comme je vous le disais, le stack, il y a des leviers, les valoriser, faire un bon ancrage. Attends, c'est quand même assez pratique ce que tu dis là, parce que j'imagine que le barème Macron, on peut le trouver facilement. Oui, oui, oui. Et donc, si tu veux savoir en gros ce que tu peux essayer d'obtenir, tu peux t'inspirer de ça, quel que soit ton poste. Voilà, exemple tout bête, quelqu'un qui gagne 10 000 € brut par mois, hein, il a 15 ans d'ancienneté, je prends des chiffres comme ça, hein. Il a, grosso modo l'indemnité légale de licenciement, je dirais que c'est 45 000 €, hein, net non imposable. Le barème Macron, c'est grosso modo, 140 000 €. Bon si vous prenez 80 de ce montant-là, vous allez aller à 115, 110, 115. Donc vous savez que vous pouvez aller chercher entre 45 et 110 000 €. Très clair. Donc le OK. but, c'est d'aller chercher l'AMS, les 45 000 €, puis votre chômage et après de faire monter les enchères pour vous rapprocher, du plafond. OK, très clair. OK? Merci pour cet éclarage. Ensuite, allez, j'enchaîne sur la deuxième. Quel Quel montant montant? Vas-y. supplémentaire peut-on demander et quel rôle peuvent jouer les CSE ou syndicats? On en a déjà parlé. Je pense que les montants supplémentaires, ça va dépendre de vos leviers. Donc, on a parlé de différentes choses. C'est pas forcément sonnant et trébuchant, parfois c'est autre chose, mais montant supplémentaire, c'est tellement vaste. Ça va être, je sais pas, imaginons, Alban, toi, tu es cadre et tu as développé une équipe, qui est vraiment, le nerf de la guerre. Bon, ça a une valeur. Tu vas la laisser quand tu pars. Ou quelqu'un qui a développé un brevet en interne, quand il part, le brevet, il continue à tourner. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez valoriser. Quel rôle peuvent jouer le CSE ou les syndicats? Je dis toujours la chose suivante: demandez-vous quel est l'intérêt des gens avec qui vous êtes? Le CSE, le syndicat, qui paye ces gens? Quels sont leurs intérêts? Qui les paye? Donc à un moment, demandez-vous comment ils vont se positionner dans la négociation. Ce qui est un point important, c'est que souvent, ce sont des gens qui ont beaucoup d'infos, pas forcément de bons conseils. Je me permets de le dire, voilà. Surtout qu'on est contacté par, beaucoup d'entre eux pour parfois même négocier, ou leur apprendre à négocier. Donc voilà et puis surtout quand vous êtes, je me permets, mais si vous allez à un entretien, c'est mieux d'y aller seul. Vous défendez vos intérêts, ne mettez pas d'interférence avec d'autres personnes. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Non, mais Déjà que ça me fait réagir. Le temps est compté, mais j'ai envie de raconter une histoire quand même. vas-y, Alban. Je peux pas m'empêcher. Dans une certaine vie, j'ai été patron de PME. Je me souviens d'une personne avec qui ça se passait mal. Alors, je sais pas si c'est à cause de moi, à cause d'elle ou à cause de nous deux. Mais elle a voulu partir parce qu'elle mettait vraiment un bazar pas possible dans la boîte. C'était plus possible. On s'est mis d'accord sur le fait de dire, là, faut que tu partes. Puis elle a voulu négocier. Donc, elle est allée chercher à l'inspection du travail un gars qui est arrivé. Nous, on est du côté de Saint-Nazaire, là où on est. Donc, du coup, des syndicats un peu, dans le. Alors, troisième question. Hem, donc quels arguments mettre en avant pour négocier un chèque de départ? Là, j'en ai parlé, je pense, hein. C'est toute une histoire de, savoir valoriser, enfin non, évaluer d'abord, vos leviers et les failles, la personne qui est face à vous, votre interlocuteur, votre employeur en général. Donc, pour pouvoir, effectivement appuyer sur différents leviers, qu'ils soient diplomatiques, OK. financiers, business, idéologiques ou autres, quoi.
Et puis tu y as répondu en détail, hein, pour Oui, ceux qui posent cette question, la réponse, voilà. on va vérifier si j'ai bien compris, mais c'était: trouve la faille de la boîte et trouve ton unicité, ton poids à toi, face à la faille de la boîte, quoi. C'est Mmh. qu'est-ce que tu as fait de plus que la moyenne des gens et Vous en êtes quoi pas la là pour boîte. vous vendre, hein, attention. Il y en a beaucoup qui me disent: «Non mais moi, voilà ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai fait». On va vous répondre: «Ouais, mais on t'a payé pour ça» ou «Tu as eu un bonus pour ça» et qu'est-ce que vous allez répondre à ça? C'est pas ça, mettre en avant et puis challenger, la personne qui est face à vous. Non, mettre en avant des points qui permettent de créer un rapport. Je le répète, on n'est pas là pour aller au conflit et dans n'importe quelle négociation dans votre vie, que ce soit pour acheter une maison, pour sortir de votre boîte, pour en acheter une, pour être avec des fournisseurs ou des clients, il y a toujours un rapport de force. C'est ça le principe d'une négo. Donc, il faut se challenger. Il faut être en Non, mais tu capacité fais bien de le rappeler. C'est pas ce qu'on a fait de bien, c'est ce qu'on peut mettre dans la balance pour un rapport de force. C'est voilà, pour différent, créer. en effet. Quatrième question. Comment éviter que le chèque de départ ne décale le début des indemnités de chômage? Alors, il y a toujours il y a un délai de carence qui est de minimum 7 jours, un maximum il est de 6 mois. Ça va dépendre du montant de votre chèque. Donc, parfois la question ne se pose même pas, parce que vous avez un tout petit chèque et donc vous avez pas de délai de carence, très long sauf les 7 jours. Parfois, vous allez avoir un très gros chèque et vous n'aurez que les 6 mois versus le très gros chèque. Après, bien sûr, on revient un petit peu à ce qu'on demandait là sur les montants supplémentaires. Est-ce qu'on ne se fait pas payer autre chose qui ne tombe pas dans l'escarcelle du purement financier? Et puis ensuite, il y a des montages, je pense à des montages donc dans, la partie transactionnelle qui permettent de, partir sur, des modalités qui permettent de ne recevoir des montants supplémentaires sans que ça décale les indemnités de chômage. Donc ça, c'est des choses assez techniques, ça va dépendre un petit peu de la spécificité de votre Oui, métier. c'est de la ouais, et puis ça devient de la technique, C'est du montage, ouais, OK. mais ça existe. OK, question suivante. Comment relancer une rupture conventionnelle refusée parce que le montant demandé était jugé trop élevé? C'est la fameuse question, mais en fait, si tu pas content, la porte est grande ouverte ou alors c'est à prendre ou à laisser, hein. Bah, Quand c'est tu le vas non, c'est ce demander que tu disais. Tu as pris un non, quoi. en fait, là, c'est même un petit peu, c'est même un peu plus, c'est parce qu'on t'a dit «oui», parce que là, je comprends, relancer une rupture conventionnelle refusée parce que le montant demandé était Oui, en trop effet, élevé. tu as raison, c'est pas Là pareil. là, si je devais faire je décortique, relancer une rupture conventionnelle, apparemment, si elle est refusée parce que le montant demandé était jugé trop élevé, c'est qu'elle aurait été acceptée. Déjà, l'erreur, c'est de l'avoir demandé. Ensuite, jugé trop élevé parce qu'en fait, vous avez ancré n'importe comment. Ce qui est important, c'est que parfois, vous avez, la rupture conventionnelle qui est sur parce qu'on parle de rupture conventionnelle, qui est sur la table et il faut savoir aussi, prendre ce qu'il y a sur la table. La grande objection, c'est, en fait, c'est à prendre ou à laisser. Donc, il faut être capable de répondre à cet à prendre ou à laisser. Ça, nous, on l'apprend. C'est, remettre en avant vos leviers que vous avez valorisés, qui vous permettent après de faire un bon ancrage. Donc l'ancrage, il est important. Rappelez-vous les 2 questions: «Pourquoi je veux tant?» et «Comment j'arrive à tant?» OK, Quelqu'un qui clair. vient voir Alban et qui dit: «Je veux 50 000», oui. Donc, en fait, clair, c'est intéressant ce que tu dis, mais on n'a pas répondu à la question. Comment il fait, la personne qui a écrit ça? Comment il relance? Ah là, c'est cuit. De prime abord, je dirais c'est cuit. La seule chose qui vous permette, une fois que vous avez pris un refus, de nouveau pouvoir négocier, c'est de laisser passer du temps. Donc 6, 9, 12 mois. Le temps va jouer en votre faveur. Ou alors qu'il y ait, en interne, des mouvements. Restructuration, changement de management, voilà, des choses comme ça qui vous permettent de dire: «Bon voilà, je repars sur un peu, pas feuille blanche, mais new game», hein, comme on dit. Donc heu, OK, donc voilà. Mais OK. sinon, c'est le temps. Quand tu amènes, ce point-là sur le temps, ça amène une question qui a pas été posée, mais je m'incruse dans la question parce que je pense qu'elle est importante. Il y a toujours un gros débat, c'est: «Ah, mais quelqu'un qui fait pas bien le job, vous voulez le sortir, donc vous êtes d'accord pour négocier. Moi, je suis un bon élément, vous voulez pas me laisser partir». Et donc, est-ce qu'il faut que je devienne, en gros, un mauvais élément, pour parler poliment, notamment quand il y a du temps, quand tu dois tenir 6 mois dans un truc qui va plus? Est-ce est-ce que est-ce qu'on en gros, est-ce que tes clients, ils arrivent à rester des bons éléments tout en ayant ce bras de fer, au fond, qui est en train de se passer? Tu vois Ouais, ma question? j'aime bien dire la chose suivante, c'est qu'en fait, on négocie pas seulement une indemnité, on négocie une liberté. Parce qu'en soi, si vous êtes pas content, effectivement, vous pouvez démissionner. Demain, vous êtes sorti, hein. Ce qui est important, c'est de bien garder en tête que quand vous avez 15 ans, 20 ans de boîte, en fait, c'est un peu trop bête que ça se termine en conflit ou en autre boudin, quoi. Donc nous, nos clients, bien sûr, qui restent parce qu'ils savent pourquoi ils le font et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire un bon cadrage pour aller obtenir, l'évocation du sujet et un AMS bien structuré. Parce que pour pouvoir aller chercher un gros chèque, il faut que vous ayez on va construire un peu une tour, il faut que vous ayez une bonne base. Plus la base est large et épaisse et plus vous allez pouvoir construire une tour solide
et qui va monter haut. C'est ça qui est important. Donc les gens qui partent au conflit, bah, déjà nous on n'en veut pas, mais surtout en fait, ils n'ont aucun intérêt, ils ont tout à perdre. Très Là, intéressant si parce je que tu reprends sur comment ouais, ouais. relancer une rupture conventionnelle refusée, il suffit que tu leur dises: «Bon, bah, très bien, j'arrête de bosser» ou alors: «Très bien, je vais prendre un avocat». OK, super. On a la preuve que vous avez demandé une rupture conventionnelle, donc on va vous licencier facilement, s'il le faut, pour faute grave. Ils trouveront et vous allez vous faire quoi? Bah, vous allez vous plaindre. Ouais, mais sauf qu'ils vont dire: «Mais il s'est mal comporté. Regardez, Ouais, mais c'est au motif de on lui a refusé, il a eu un comportement qui a changé, qui était déviant et autres» et donc en fait, vous êtes retrouvés dans votre propre piège. c'est vraiment, je pense, important ce que tu nous dis là, parce que c'est vraiment un réflexe, je pense, assez naturel de dire: «OK, ah, ils sont comme ça, bah, je vais devenir Jackie Con». Et en fait, ce que tu dis, c'est non, professionnalise ton approche au lieu de devenir Jackie Con, quoi, en gros. Bah, si on veut sortir les marrons du feu, bah, vaut mieux y aller, délicatement, je dirais. OK, très clair. Allez, question suivante. Combien de fois donc là, on part sur la procédure et délai. Combien de fois peut-on demander une rupture conventionnelle après un refus? Bon, bah, là, on vient de répondre, hein, à la question. Faut pas la demander déjà et puis surtout, si vous prenez un refus, ben, il faut attendre que le temps passe et que le temps fasse les choses. Faut-il demander une rupture conventionnelle si on a déjà Attends, un non, nouvel emploi? Rodrigue, va pas trop vite quand tu poses la question parce qu'il y a des gens qui vont écouter ça en replay tranquille, D'accord. sans avoir le texte. Bah, vas-y, pose-moi les questions. Allez, je te les pose. Faut-il demander une rupture conventionnelle si on a déjà un nouvel emploi? Combien de temps dure la procédure et faut-il un avocat? Ouais, je crois que tu as répondu à toutes ces questions-là. Voilà, j'ai répondu à tout ça, mais en 2 mots. Faut-il demander? Non, hein. Si on a déjà un nouvel emploi, ben, c'est dommage parce que là, vous allez être vraiment pris par le temps, donc il faut le faire avant de signer la promesse d'embauche et le mieux, c'est quand vous sentez que le vent tourne et que vous cherchez un nouvel emploi, eh bien, de vous préparer et surtout quand vous avez des bonnes touches, vous dites: «Ah là, ça paraît concret». Voilà, posez-vous cette question: «Si ce boulot-là marche pas, est-ce que quand même dans 6 mois, je serai pas sorti?» Si c'est le cas, ben, vous négociez. Combien de temps dure la procédure? C'est vraiment du cas par cas, ça peut durer quelques semaines, mais ça peut prendre aussi de nombreux mois, hein, OK. et puis, Il y a un temps moyen de procédure? je dirais, oui, en 3 mois, on peut faire des choses. OK, 3-4 mois. Mais bon, OK. moi, j'ai pas de boule de cristal. Non, mais c'est quand même plus que ce qu'on pourrait imaginer. C'est comme une recherche d'emploi, c'est Oui. 3, 4, 5 mois. C'est plus long que ce qu'on pense. OK. Comment gérer un refus de l'employeur lors d'une demande de RC? On en a pas mal parlé. Puis-je utiliser le non-respect des obligations légales de mon entreprise comme un argument de négo? Je pense que c'était ta première partie, c'est même un des piliers, quoi. Tant que vous avez matière et que vous vous sentez, capable de construire un argumentaire sur des points qui, sont des paradoxes, c'est très bien de lever les paradoxes, bah, vous pouvez challenger les gens qui sont face à vous. Maintenant, soyez pas, bête et méchant à dire: «Oui, donc là, la loi n'est pas respectée, donc si ça marche pas, ben, je vais aller voir un avocat». Bah, là, en face, ils vont dire: OK, est-ce qu'il y a matière à aller voir un avocat?» Ils vont se renseigner. Eux ont un avocat, eux ont du temps, eux ont de l'argent. Puis là, vous fermez toute négociation. Rappelez-vous d'une chose, vraiment, une négociation, c'est créer une relation avant d'aller sur une transaction. S'il y a pas de relation, il se passera rien. Ouais, ouais. Ouais. Barre de fer, mur et c'est fini. C'est comme quand on fait du business. S'il y a pas de relation, ça va être compliqué de faire des affaires. Ouais, il y a quelques éléments qui cassent la négo et qui sont des ruptures de contact, quoi. Hem, Quelles sont les obligations de l'employeur envers un salarié sans poste attribué? Alors, Ouais, c'est pas idiot, c'est une question qui ouais, c'est peut pas idiot, effectivement. Il faut regarder ce qui est indiqué dans votre contrat. Mais normalement, quand vous êtes employé, vous devez effectivement avoir une mission, avoir, un statut, avoir, un poste. Donc ça, il faut regarder. Maintenant, là encore, c'est la même chose qu'au-dessus. On pose la question. Alors déjà, avant de se retrouver sans poste, il s'est passé des choses. C'est un peu comme, quand on dit, il y a un divorce dans un couple, oui, il y a pas un éclair dans un ciel bleu, ça n'existe pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il faut prévoir les choses et puis ensuite, pareil, aller poser les bonnes questions, dire: «C'est paradoxal, j'ai ce poste-là ou ce statut-là et pourtant, bah, j'ai pas de boulot là». Ou alors ça va pas du tout c'est pas du tout en adéquation avec, ce que vous me vendez sur le papier et ce que j'ai dans la réalité. et au demeurant, la réponse à cette question, sur quelles sont les obligations de l'employeur, Bah, moi, je vais pas me je j'ai prononcer pas la plus que ça. réponse. Je vais Ouais, pas me prononcer plus que ça parce que moi, je suis pas juriste. je sais pas non plus. Il faut demander à un juriste en droit du travail, là, sur cette Mmh. question. Question suivante. Comment convaincre un board de start-up d'accepter une rupture conventionnelle après plusieurs années de bons résultats? C'est-à-dire, en gros, le message ici, c'est est-ce que quand tu es dans un univers start-up, heu c'est différent? Est-ce que quand tu es dans un board ou un COMEX ou un CODIR, est-ce que quand tu es C-level peut-être, c'est différent? C'est ça que je comprends.
de cette Tu question? te souviens quand je t'ai dit, au début, la négociation, c'est vraiment du cas par cas, mais là, c'est du cas par cas. Toujours ça va être toujours la même procédure, hein, faut vraiment dérouler les 3 objectifs. Hem, donc c'est une histoire après de si on parle de C-level, peut-être que les gens donc ont des puisqu'il est au board, peut-être à des parts. Donc là, on va rentrer sur des spécificités un peu différentes puisqu'il y a des choses à négocier. Je pense, à des peut-être des stock options, des actions, non vestées ou des choses comme ça. Hem, donc là, c'est la même chose, on négocie et c'est dans la partie point de rupture qu'on va essayer d'aller maximiser finalement, notre sortie et les modalités. Donc je prends un exemple, un exemple tout simple. On vient de sortir un client qui, il y a 1 an avait négocié. Alors lui, il est tombé d'accord, grosso modo en janvier, mais il avait un deal, il devait rester jusqu'au 31 août. Il y avait 300 000 € d'actions en jeu. Voilà. Je pense à un autre exemple, donc il a eu sa rupture conventionnelle, il n'a pas signé grand chose, c'était des montants, je crois, c'était autour de 30 ou 40 000 €, mais il y avait surtout 300 000 € en jeu, d'actions. Je pense puisque tu me parlais de board, on pense à des personnes qui ont des gros postes, qui parfois, se retrouvent dans des situations où, effectivement il y a, au-delà, des enjeux financiers, il y a aussi une histoire de secret, tu vois? On va pas chez le concurrent, Oui. ou alors, donc ça, c'est des choses qui sont un peu plus touchy et ça se négocie aussi au cas par cas. Ici, on a un peu plus de détails. L'auditeur qui nous a écrit cette question est là ce soir en direct et il nous Ah dit: super. Je suis sales, ça marche bien pour moi, mais le board est rigide sur la finance». En gros, ils ont pas envie de payer, mais je pense qu'il y a aucune boîte qui a Ah envie mais de alors, payer. je vous garantis une chose, c'est que c'est pas parce qu'ils ont du budget qu'ils vous paieront plus et c'est pas parce qu'ils ont pas de budget qu'ils vous paieront pas. OK. Ça, c'est encore le mythe, mais c'est pavlovien, hein. On vous a répété: la démission, c'est la seule option, le chômage, c'est pas bien, la rupture conventionnelle, on n'en fait pas, on n'a pas d'argent, donc c'est pas la peine de demander. C'est pavlovien, on est tous conditionnés à ça. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Tant que je vous garantis qu'il y a des clients qui sont sortis alors qu'au début, ils étaient en mode: «C'est pas possible, il y a pas d'argent», on trouve toujours de l'argent, hein. Et à l'inverse, hein, si tu vois une grosse boîte qui gagne bien sa vie et tout, c'est pas c'est enfin, je sais pas ton expérience là-dedans, mais moi, j'ai accompagné un client un jour, je comprenais pas sa démarche. Clairement, quelqu'un lui a dit: «Écoute, tu bosses chez Renault». Il avait genre 23 ans, tu vois? Il m'a dit: «Bah, c'est simple en fait, je m'en fiche de définir un projet parce que je vais les faire cracher un max, c'est une énorme boîte, ils ont plein de sous et moi du coup vu que je vais entreprendre un jour, je vais leur demander 100 ou 200 K». Et en fait, il s'est fait éclater par Renault. Mais à raison, il avait rien quoi et du coup, ils lui ont dit: «Bah, prouve-nous que tu es suivi par un psychologue». Il pouvait pas le prouver parce qu'il était pas suivi, mais en même temps, il disait qu'il était en dépression à cause d'eux et cetera et il s'est fait éclater. Il est reparti vraiment une main devant, une main derrière. Donc ouais, je rejoins ce que tu dis sur le fait qu'il y a pas forcément de rapport entre la taille de la boîte et Ah non, mais rien à voir, rien à voir et puis surtout, là aussi, faites attention, les va-t-en-guerre, ils perdent tout le temps, hein, ou ils gagneront une fois, mais bon, c'est une seule fois et ça ira pas plus loin et puis après au niveau de la crédibilité en externe, la réputation, c'est pas top et puis, pareil, ceux qui y vont en étant un peu trop confiants, bah, moi j'aime bien leur dire, c'est toujours une question d'enjeu. Donc, quand ce sont vraiment des enjeux importants, parce que là, si on prend, un exemple de quelqu'un qui veut monter sa boîte ou quelqu'un, qui a un projet familial, c'est des enjeux importants, ils peuvent pas se louper, on se prépare. Ça OK, n'existe pas des gens qui deviennent champions olympiques sans se préparer. Ça n'existe pas OK. quelqu'un qui monte sa boîte sans se préparer. Ça n'existe pas. Et puis ce que tu dis, ça prend du temps, donc faut avoir les reins solides et psychologiquement aussi, il faut être soutenu et cetera. On a une auditrice qui nous écrit: «Est-ce que quid d'évoquer une problématique ou une dimension personnelle pour obtenir un départ négocié?» En l'occurrence, difficulté avec un enfant qui demande une disponibilité plus forte. Donc en gros, bah, heu, c'est une raison perso qui fait qu'il y a pas trop le choix et d'amener un peu la corde peut-être, sensible ou pathos, de dire: «Bah, j'ai cette situation-là». Quid de ça? Je me permets peut-être d'être un peu dur, mais vous prenez beaucoup de risques en faisant ça. Parce qu'en face, vous êtes dans un monde professionnel. En face, dès qu'on aborde le pathos, ils peuvent très bien vous dire: «Non, non, ce qui se passe à la maison, c'est ton problème». Les divorces, les handicaps, les personnes, vieilles un peu âgées, les accidents de la vie et cetera, c'est dramatique, mais parfois on voit bien que l'humain, il est pas du tout à l'écoute. Donc bien sûr, c'est du cas par cas. Si vous avez une relation particulière et que vous sentez que vous avez besoin de l'exprimer et que, vous attendez quelque chose derrière, faites quand même attention à une chose. Rappelez-vous que quand on pose une question, hem, surtout pour partir, on se met à risque. Parce qu'en fait,
Si on vous dit non, parce que vous dévoilez votre jeu, vous dévoilez vos cartes, c'est cuit et ce sera d'autant plus douloureux, je prends, votre exemple madame, c'est de dire, bah, vous avez un enfant, et vous avez des difficultés avec cet enfant. Si on vous dit non, vous allez vous dire: «En plus des difficultés, je me rends compte que mon patron, ben, il est pas cool Mmh. et je pars sans rien ou alors je suis obligé de rester» et vous êtes mis encore plus dans une situation délicate et donc encore, je reviens à ce que je disais juste avant, c'est une question d'enjeu. Si c'est vraiment important pour vous, ne partez pas sur le pathos. OK, donc on en revient à ta stratégie d'arriver à ce point où c'est ton employeur qui te dit: «Écoute, il est temps que tu partes là, enfin, il vaut mieux que tu partes et on va se mettre d'accord». Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de salariés qui nous contactent, qui nous disent: «Mais voilà, moi j'ai ça faisait 10 ans que j'étais avec lui, un tel et je lui ai demandé, il m'a dit: "Ah, je reviens vers toi"». Puis en fait, je reçois un mail des RH: «C'est pas possible» ou alors: «Non, mais t'inquiète». Puis en fait, pas de nouvelles et puis après, ils pensent à eux, ils sont déjà partis. Enfin des histoires, parfois on se dit: «Mais c'est vraiment chacun pour sa pomme». C'est le monde Mais c'est pro. exactement pareil, est-ce qu'il te reste encore 2 minutes, Amalric, ou tu es 2 à minutes, ouais, ouais? OK. Enfin, j'allais dire, 2 minutes de plus que ce qu'on avait prévu. vas-y. C'est pareil pour négocier. Moi, je m'occupe plutôt de négocier un salaire que de négocier un départ, en gros, dans ce que je propose. Mais c'est pareil, si tu joues la corde sensible en disant, voilà, j'ai tel besoin personnel qui justifierait le truc, en face, tu as affaire à une calculette et un fichier Excel qui comprend pas ça. Ouais et puis Hem, même en face, prends tu peux prendre un exemple, tu te dis: «Voilà, bah, j'aimerais voir un petit peu plus parce que je sais pas, j'ai des problèmes», là on reprend ça, des enfants à difficulté et tout. Tu sais pas, en face, la personne a peut-être son mari handicapé ou elle a peut-être, eu un grave accident dans la vie ou autre. Elle va dire: «Mais moi on m'a jamais aidé, pourquoi je t'aiderais?» ou le contraire, elle va dire: «Bah, en fait oui, je vais t'aider». Donc en fait, c'est un peu, qui tout double, mais il y a des grilles, il y a la réalité du terrain. Quand on parle de vie pro, vie perso, moi je dis qu'il y a qu'une vie et qu'il y a des aspects pro qui sont pas les mêmes que les persos et qu'il faut pas les mélanger. Après vous faites OK, ce que vous voulez, mais vous prenez des risques et surtout, là encore, vous dévoilez quelque chose qui pourra être retourné contre vous et qui fera très mal. OK. Allez, j'enchaîne un peu les dernières questions. Il y en a une que je trouve intéressante malgré tout. Quand je dis malgré tout, c'est qu'elle est redondante, mais intéressante. Comment obtenir une rupture conventionnelle dans une entreprise qui n'en accorde pas, y compris après un arrêt maladie? On a beaucoup parlé du fait que de toute façon, il faut pas la demander. Donc en fait, tu as déjà répondu à la question. Mais il y a quand même beaucoup ces boîtes-là qui disent: «Jamais on fait de rupture». Comment tu traites ce point-là, précisément? Bah, je me dis qu'en fait, puisqu'ils en font jamais, c'est qu'ils en ont déjà fait, ils en feront encore et que ce sera forcément une signature d'une clause de non divulgation. C'est pas possible en fait. Alors vous allez me dire: «Mais il est sûr de lui». Oui, oui, parce qu'en fait, on utilise de l'ingénierie sociale, on est là pour faire de la persuasion et on est là pour amener l'autre à non ses retranchements. Vous êtes face à des humains, tout le monde a des failles, donc ça prendra plus ou moins de temps. En revanche, si vous partez défaitiste, ça marchera jamais, c'est certain. Dans le cas de quelqu'un qui se met en arrêt maladie, l'arrêt maladie, si vous en avez besoin, je juge pas, faites-le, requinquez-vous. En revanche, restez le moins longtemps possible en arrêt maladie parce que, un, quand vous partez en arrêt maladie, vous vous retrouvez seul, ça peut prendre du temps, mais vous vous retrouvez seul et vous retrouvez un peu esseulé et c'est compliqué. 2, puisque vous n'êtes pas au contact avec l'entreprise, eux, ils vont prendre des pincettes, ils vont pas trop vous contacter et cetera. Vous vous éloignez, puis à la fin, ils font leur vie. Le seul moyen pour pouvoir négocier, c'est pas d'attendre et vous dire: «Bah, je vais attendre 3 ans» parce qu'eux, bah, ils peuvent attendre 3 ans. Vous allez prendre votre peut-être chômage, mais regardez avec la mutuelle, avec la complémentaire et cetera, si c'est avantageux, hein, ou si ça vous permet de rester à flot au niveau financier. Parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent au bout de 6 mois en disant: «Bah, en fait, j'ai besoin de sous» et puis surtout, eux, ils vivent leur vie. Donc si vous voulez négocier, il faut retourner de votre arrêt dans la boîte et repartir sur une stratégie qui vous permette d'ouvrir le dialogue de nouveau. C'est le OK. seul moyen. Après, il y en a qui vont aller sur l'inaptitude, sur les choses comme ça. C'est d'autres aspects, c'est d'autres façons de faire. Ça prend du temps, voilà, c'est des terrains très glissants, hein. OK. Que dire ou éviter lors de mon entretien annuel pour préparer une future négociation? Pourquoi vous prépareriez pas votre négociation durant l'entretien annuel? Bah, je pense que c'est l'idée de la question, tu vois? De dire: «Comment je peux le préparer?» Que dire? En fait, on en revient pour moi à ce que tu Bah, moi, disais ce que sur je lis là, commencer à c'est poser un rapport de phase, quoi. pour préparer une future négociation. Non, vous ne devez pas à chaque fois repousser, vraiment. C'est OK. à chaque fois vous dire: «Bah, ce sera au prochain entretien». Le nombre de personnes qui me disent: «Ça fait déjà 3 entretiens». Là, j'ai un client en ce moment, pas plus tard qu'en ce moment, qui me dit: «Ça fait depuis 2017 que dans mes EAD, je le mentionne». Ah ouais, mais bon, à un moment, vous avez plus de crédibilité. À force de crier au loup, on n'y croit plus. OK. OK. Oui, donc en fait, c'est un moment arrêter de d'en parler un peu de côté, mais c'est vraiment de mettre les pieds dedans Bah, c'est en soit vous posant voulez les qu'il y ait de choses, ouais. l'impact
Vous avez essayé une fois ou deux, ça n'a pas marché et là vous dites: «Bon en fait maintenant, ça marche pas et beh, j'en profite pour sortir» et ça c'est très bien. Les EAD, c'est des très bons moments pour aller, challenger les personnes. OK. Comment ouvrir des possibilités de négociation pour les salariés souhaitant quitter leur entreprise? Bah, ça, c'était le sujet de ce soir, Mmh. au final. Est-ce pertinent de proposer un préavis allongé comme contrepartie? C'est des choses qui se font. Vous restez 6 mois, par exemple, je vous donnais l'exemple juste avant de ce salarié qui a signé en janvier, mais qui est resté jusqu'en août parce qu'il y avait, des actions. Ça peut être aussi le cas de, parfois de bonus qui doivent être touchés quand vous êtes encore dans la boîte. Là, si vous, ça vous arrange de prendre un chèque supplémentaire, il faut qu'eux, ils aient intérêt à vous le proposer. C'est toujours intéressant qu'ils vous disent: «Bon, bah, dans ce cas, je vous propose de rester un peu plus longtemps et puis, on vous paye ça comme ça en salaire». Ça peut être une idée. Maintenant de le proposer, il faut faire attention parce qu'on va vous dire: «Ah, bah, vous êtes déjà en train de dire, bah, en fait, pour ce montant-là, bah, je te propose ça». C'est vous qui faites déjà aussi une concession. Attendez qu'on vous la propose. OK. Ouais, en effet. Et peut-être une toute dernière question d'une auditrice ce soir en direct. Bonsoir, quelle position adopter à la suite d'un épuisement professionnel avec une reprise, excuse-moi, en mi-temps thérapeutique? Quelle Là, c'est posture adopter? Ouais. ce qui est intéressant, c'est que vous êtes revenu, donc alors en mi-temps, très bien, mais maintenant il faut retourner sur ce qui a fait que vous êtes parti en épuisement. Toujours important de revenir sur la posture. La posture est extrêmement importante dans une négociation, comme tu viens de le dire. Question de posture. Quand vous revenez, bah, vous êtes fatigué, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, ça vous a conduit à un épuisement professionnel? Ça, il faut le déceler et pourquoi aujourd'hui vous voudriez y remédier? Alors, vous êtes revenu, on va repartir là-dessus et on va aller les challenger pour effectivement vous remettre dans des bonnes conditions. Donc, il y a largement matière et c'est très bien d'être revenu. Merci Amalric. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà, 1h04 qu'on discute et au final, même pour les auditeurs version podcast, ça va faire long après. Mais merci d'être venus nombreux et nombreuses. Peut-être simplement si tu dois pitcher, ta boîte, ton offre, cette fois-ci, on va faire un peu de la pub pour nos boîtes parce qu'au final, ce qu'on fait, ça peut être utile pour, ces sujets-là. Donc commence Amalric si tu veux bien. Au fond, qu'est-ce que tu as envie de dire à des gens qui peuvent être intéressés par un accompagnement? Toujours la même chose, c'est déjà connaissez, vos enjeux. Donc pour connaître vos enjeux, on a un simulateur gratuit. Vous rentrez votre ancienneté, votre salaire et votre âge, ce qui nous permet de vous dire rapidement, bah, ce à quoi vous pouvez prétendre au minimum et au maximum. Et donc une fois qu'on a les enjeux, après se poser la question, qu'est-ce que je mets, en place pour aller récupérer ces enjeux? Si vous êtes vraiment prêt à aller chercher votre chômage, vos indemnités, eh bien retroussez-vous les manches et puis préparez-vous. Après, si c'est, pas très important, pas plus tard qu'il y a encore 2 3 semaines, quelqu'un me disait: «Oui, moi 60 000 € ça changera pas ma vie». Bah, pour certains, ça la change, pour d'autres, pas. Donc en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est vraiment une histoire d'enjeu. Donc on vous partagera, Alban peut-être, ce lien Je vais envoyer le lien, ouais. ouais, Ce sera pour plus aller faire cette pertinent par mail. simulation et puis ensuite, n'hésitez pas à nous suivre, rupturepro.com et vous pouvez prendre des consultations 100 confidentielles qui, nous permettent à nous experts de vous guider en vous donnant vos options, vos chances et puis, la méthode à suivre dans votre cas précisément puisque la négociation, c'est du cas par cas. Vous en avez fait du chemin en 4-5 ans, parce qu'on a fait connaissance il y a 4 ou 5 ans avec Amalric, quand on débutait, chacun dans nos activités. C'était assez marrant de se retrouver aujourd'hui. Nous, pour parler en une phrase de la carte des talents, ce qu'on vous propose, c'est pour 30 € de vous fournir un rapport qui vous donne des pistes concrètes. Si vous cherchez votre prochain projet, votre prochaine évolution, si vous cherchez des solutions, basées à une problématique personnelle, bah, en fait, on va vous faire un test de personnalité, on va écouter votre problématique et on va cruncher les 2 pour vous amener des solutions. Ça coûte 30 €. Voilà, et ça se fait en 1 heure. Donc ce sera tout pour ce soir. Merci infiniment Amalric de ton temps. Merci à toutes les participantes, tous les participants. C'est cool, ce live est en train de se développer. On cherche un producteur. Si vous connaissez quelqu'un dans les médias qui est prêt à mettre un peu de sous avec un retour sur investissement derrière quand ce sera un gros média, eh ben, nous, on en a besoin. Donc n'hésitez pas à nous présenter du monde parce qu'on veut en faire vraiment une émission à échelle nationale. Donc ça commence comme ça pour l'instant. Merci. Merci Alban, Ciao à tous, à toutes. Passez une bonne soirée à et puis bonne bientôt. chance pour vos négos alors. Ouais, c'est ça, posez-vous les bonnes questions. À bientôt. Au revoir Bonne Alban. soirée, ciao. Merci d'avoir écouté Trouver sa voix. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur albanmas.com et sur lacartedestalents.com pour découvrir d'autres ressources. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de votre carrière.